Des amants discrets. Un couple franco-allemand dans l'après-guerre. En mémoire de tous les prisonniers de guerre allemands de la Seconde Guerre mondiale qui ont participé à la reconstruction de la France, souvent oubliés de l'histoire contemporaine. Sur 1 million, 40 000 sont morts suite à l'explosion de mines lors des opérations de déminage, de maladies contractées dans les camps et laissées sans soins, ou de faim. Des voix se sont élevées en France pour alerter sur le sort de ces prisonniers dont les conditions dans les camps étaient souvent extrêmement dures et au mépris des conventions internationales, proches dans certains cas de celles des camps de concentration nazis. Ces voix étaient le plus souvent celles d'anciens prisonniers de guerre français qui avaient été détenus en Allemagne. Ceux qui étaient affectés à des commandos dans l'agriculture étaient parmi les mieux traités. Parmi ces prisonniers de guerre de l'Axe, la plupart sont retournés en Allemagne entre 1946 et 1949. Environ 137 000 de ces prisonniers de guerre de l'Axe ont adopté le statut de travailleurs civils libres en 1947 et environ 40 000 Allemands sont restés en France dans les années 50. Ce roman, que j'espère vous allez avoir le plaisir d'écouter, évoque le parcours d'un couple franco-allemand, celui de Wilhelm, sous-officier dans la Wehrmacht, devenu prisonnier de guerre en 1945 et envoyé en France après avoir séjourné dans les camps de prisonniers du Rhin américain, et d'Hélène, jeune Française, institutrice, ancienne résistante. Être un couple franco-allemand dans l'immédiate après-guerre était quelque chose de compliqué, au vu de la germanophobie ambiante sur le territoire français. Mais je vais vous laisser découvrir ce roman par vous-même, en vous souhaitant autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'écrire. Des amants discrets, un couple franco-allemand dans l'après-guerre. Première partie. Prisonniers des Américains. Enfin, j'en ai fini avec cette foutue guerre, même si en réalité, elle n'est pas encore terminée. Dieu sait quand elle finira vraiment. Sans doute bientôt. Depuis le débarquement en Normandie, nous sommes allés de défaite en défaite. Aujourd'hui, 17 avril 1945, avec tous mes camarades de la première batterie de la Heeresflak Artillerie Abteilung 281 dans la 116e Panzerdivision, nous sommes devenus les prisonniers des Américains, à quelques kilomètres au sud d'Iserlohn, sur la rive orientale du Rhin. Malgré notre capture, je me dis que j'ai de la chance. Depuis mon intégration dans la Wehrmacht, j'ai échappé au pire, n'écopant que de blessures légères, au gré des différentes campagnes auxquelles j'ai participé. Je dois être né sous une bonne étoile. En réalité, pas tout à fait, car je suis seul au monde. Mon père, Franz Lorenz, mobilisé dès septembre 1939, a été tué sur le front de l'Est, à Smolensk, en juillet 1941. Ma mère, Martha, est morte lors du bombardement de Francfort le 22 mars 1944. Fils unique, désormais orphelin, à 22 ans, ma seule famille est le frère aîné de ma mère, Helmut Neumann, son épouse Frida, mon cousin Hermann, 25 ans, et ma cousine Ursula, qui a le même âge que moi. Si toutefois elles sont encore en vie, car Eisenach et toute la Thuringe sont aux mains des Russes. Les dernières nouvelles que j'ai eues d'eux datent de l'année dernière, juste avant le décès de ma mère. À l'époque, Hermann était en Russie, du côté de Voronej, en février 1943. J'étais dans la même zone à cette période. Peut-être avons-nous été dans la même ville sans le savoir.
Néanmoins, depuis ces informations déjà anciennes, silence radio. Pour l'instant, nous sommes tous assis dans l'herbe au bord de la route, attendant les ordres. Je suis encadré par 2 camarades, Otto Wolfhard de Geilenkirchen et Karl Beutel de Wernigerode en Saxe. Depuis mars 1944, avec Karl, nous avions été versés dans la 116e Panzerdivision, formée avec les restes de notre ancienne 16e division de Panzer et des survivants d'autres divisions, qui, comme nous, avaient combattu sur le front de l'Est. Notre répit n'a pas duré longtemps, car en juillet, nous nous sommes retrouvés en Normandie, dans la poche de Falaise. C'est là qu'Otto a rejoint notre unité. Nous avons eu la chance de nous en sortir tous les 3 entiers. Mais ça a été une sacrée débandade. Et depuis novembre, nouveau combat. D'abord dans la région d'Aix-la-Chapelle, puis la bataille de la forêt de Hürtgen et celle des Ardennes, près de Othon et Verden en décembre. Après ces combats meurtriers dans le froid et la neige, exténués, lors desquels nous avons retardé l'avance des Alliés, permettant aux nôtres de battre en retraite, nous nous sommes repliés au-dessus du Rhin en mars. Nous avons continué à nous opposer à l'avancée des Américains, jusqu'à ce qu'ils nous encerclent dans la poche de la Ruhr. Le 16 avril, nous nous sommes rendus à la 9e armée américaine, commandée par le général Simpson. Une petite partie de la division s'est toutefois échappée. Pour tout dire, avant-hier, notre chef de batterie, l'Oberleutnant Johann Wimmer, nous a informés de la situation et nous a demandé si nous voulions partir ou attendre la remise à l'armée américaine. Mais même Otto, qui est chez lui en Rhénanie, a préféré rester dans notre unité. Comme moi, il est seul au monde. Sa mère est décédée lorsqu'il était enfant et il n'a jamais connu son père. Quant à Karl, sa famille est apparemment encore en vie, mais la Saxe est sous le joug des Soviétiques et il n'a pas envie de se retrouver entre leurs mains. D'autres ont fait le choix de partir avec tous les risques que cela comporte. Pour nous 3, fin du voyage comme soldats. Enfin, comme Oberfeldwebel lorsqu'il me concerne. Le soleil tape déjà dur en ce début de matinée. Heureusement, j'ai réussi à sauver ma casquette militaire. Dans un bagage léger, comme la plupart d'entre nous, j'ai rassemblé tout ce qui peut m'être utile. Et maintenant, je regarde la route vers le nord et le sud, afin de voir si quelque chose va se produire. Toujours rien. Un coup de coude de Karl me sort de mes pensées. « Willy, regarde !» En effet, il y a un peu d'agitation sur la route du nord. Un groupe de soldats se dirige vers nous. Au milieu, il y en a un avec un casque, me souffle Karl. En effet, au milieu de soldats allemands non armés, apparaît un GI en tenue de combat. Au passage, il fait un signe de la main à ceux qui, comme nous, sont assis ou debout au bord de la route. Au fur et à mesure qu'il avance, nous entendons aussi ce qu'il dit. « Come on, come on !» C'est avec ces mots qu'il passe devant nous le long de la route et nous fait signe de la main. « Qu'est-ce que tu fais ?» me demande Otto, dans son dialecte Kölschen, en me voyant me lever. « Il vient nous chercher, lui expliquai-je. » Nous ramassons donc notre pactage, marchons sur la route vers le nord en direction de la ville. À une 50aine de mètres du premier GI, un autre se pointe et nous fait comprendre, par des mots que mes camarades ne comprennent que partiellement, mais aussi par des gestes clairs que nous devons nous diriger vers un pré qui borde la route et dans lequel nous voyons déjà une foule de soldats de différentes unités. Après avoir discuté un moment entre eux, les 2 GIs demandent si nos véhicules sont en état de rouler. Nous leur répondons qu'ils le seront lorsque nous aurons remonté les têtes de distribution qui ont été enlevées et planquées dans des caisses enterrées à proximité. Les conducteurs sont alors envoyés pour remettre leurs véhicules en état de marche, pendant que le reste de la troupe se disperse dans le pré. Nous rejoignons ensuite les véhicules. J'entends soudain un GI que je n'ai pas vu venir crier derrière moi. « Toi, SS !» Je sursaute et me retourne pour me trouver face à un gaillard au teint bistre avec une barbe noire,
la tête couverte d'un casque d'acier avec son filet de camouflage, vêtu d'une veste en cuir, doublée de peau d'agneau et d'un pantalon de camouflage rentré dans des bottes. De l'épaule droite à la hanche gauche, il porte une ceinture de munitions. Son fusil est pointé vers un jeune lieutenant en uniforme des Panzers noir tout neuf. Le visage du jeune homme est blanc comme un linge. Il ne prononce pas un mot. Je comprends tout de suite qu'un malheur peut survenir d'un moment à l'autre. Je sors mon meilleur anglais du lycée. No SS. Armored Division. Panzer Troopers wear black uniforms too. Joignant le geste à la parole, je pointe l'aigle au-dessus de ma poche thoracique droite. Look at the eagle. It's here, not on the arm. Heureusement, il me comprend tout de suite, car il tourne son visage vers le jeune lieutenant avec un large sourire, baisse son arme et hoche la tête. « Ok, boy, it's ok. » Puis il relève son fusil, caresse avec son index le verrou de sûreté et la gâchette, et proclame aux passants « If I see SS, I kill them all. » Nous n'avons pas le moindre doute sur le sérieux de son avertissement. Mais heureusement, la phase critique est passée. Il est maintenant presque détendu. Plein de fierté, il nous montre son énorme rifle et le reste de son équipement. Surtout, il nous explique combien de cartouches il tient dans la chambre et combien il en a encore dans les poches de la ceinture qu'il porte sur la poitrine. Mais le plus important pour lui, c'est que nous comprenions qu'il est américain et qu'il ne faut surtout pas le confondre avec un Anglais. Les Britanniques sont « no good ». Il sort alors un paquet de Camel de sa poche de poitrine et indique qu'il s'agit de cigarettes américaines et que le chewing gum qu'il mâchouille est un American chewing gum. Les Anglais, qu'il qualifie de « needy limeys » ou « pauvres buveurs de limonade », sont loin d'être aussi bien équipés que les Américains. Après avoir écouté ces vantardises pendant un certain temps, nous nous enhardissons à prendre la parole et nous lui demandons ce qui va se passer pour nous. Il n'en sait rien. Il faut attendre qu'un officier arrive pour régler cette question. Pendant que quelques-uns continuent à converser avec le GI barbu, qui semble tout droit sorti d'un western, probablement dans l'espoir de se procurer une cigarette, nous nous installons dans l'herbe près d'un Sonderkraftfahrzeug de notre batterie et nous observons l'agitation autour de nous. Un camarade d'une unité de la Luftwaffe se met à jouer de la guitare, et en un clin d'œil, un petit groupe de troufions se rassemble autour de lui. Ils chantent des hymnes folkloriques pour le plus grand plaisir des Américains. Nous nous joignons à eux, ainsi que quelques GIs, probablement eux-mêmes d'origine germanique, tapant du pied au rythme des chansons. Un Américain d'un certain âge s'installe à côté de moi et commence à manger une ration K. J'engage la conversation avec lui. Il me dit qu'il est néerlandais de naissance, mais qu'il a presque complètement perdu sa langue maternelle. Après avoir beaucoup couru ces derniers jours, il déclare être fatigué et avoir mal aux pieds. Il n'a qu'une hâte, rentrer chez lui. Et moi donc? « How many rations do you have a day » lui demandai-je. « 3 rations a day, and on Sundays 4. » Manifestement, les Américains ne manquent pas de nourriture. Et même si nous sommes leurs prisonniers, ils ne semblent pas hostiles envers nous, excepté envers les SS. Cette rencontre avec les Américains est une nouvelle expérience. Il y a une sorte de compréhension entre soldats. Personne ne voit dans l'autre son ennemi personnel. Après plus d'1 heure de conversation avec les fantassins américains, un officier, un jeune lieutenant, sort enfin de la ville avec des instructions plus précises. Il nous fait monter dans nos véhicules et nous demande de le suivre. Il avance avec sa Jeep et conduit notre unité dans une caserne à Iserlohn. Là, du café et un peu de nourriture nous sont servis. Petit à petit, les différentes unités se retrouvent dans la caserne. Nous pouvons circuler librement dans son enceinte. Il n'y a pas de sentinelle aux portes. Nos groupes restent ensemble et maintiennent la discipline. Vers 18 heures, un rugissement résonne. « Levez-vous !» Dans l'ordre habituel des troupes, nous nous dirigeons vers le nord et la commune de Grisenbrauch, où se trouvent d'autres unités de la 116e Panzerdivision. Sur les pâturages des 2 côtés de la route de campagne, il y a déjà beaucoup de véhicules portant l'emblème Windhund, le signe distinctif de notre division.
Dans les autres marquages tactiques, nous distinguons les véhicules des 60e et 156e régiments de grenadiers, du 146e régiment d'artillerie blindée, de la 228e division de renseignement et même du 675e bataillon du génie. Vers le soir, l'ordre est donné de nous installer dans et sous nos véhicules pour passer la nuit. Pour cela, nous pouvons aller chercher de la paille dans une ferme voisine. Nous ne recevons pas de nourriture, car nous avons pu nous approvisionner en pain et en saucissons à midi, et beaucoup ont encore du café dans leurs gourdes. Nous nous aménageons donc une place sous notre camion, muni de son canon antiaérien. Seuls 2 soldats plus âgés s'installent confortablement sur la plateforme du véhicule de chaque côté du canon antiaérien. Notre chauffeur est assez petit pour passer la nuit dans la cabine. Jusqu'à ce que le sommeil nous gagne, nous discutons de cette journée mémorable. Comment, au lieu de capituler, nous avons simplement été transférés à l'US Army et que ce n'est pas aussi mauvais que nous l'avions imaginé. Quoi qu'il en soit, la guerre est terminée pour nous et nous n'avons plus besoin de le craindre pour notre vie. Du moins, nous l'espérons. Le mardi 17 avril au matin, la division se rend à Summern, où un immense camp d'accueil provisoire a été installé. Sur un grand paddock, des centaines de véhicules militaires allemands sont stationnés. Sur un autre, nous apercevons un troupeau de chevaux de la Wehrmacht sur lesquels quelques Américains font des démonstrations équestres. Nous ne savions pas qu'il existait encore des unités de l'armée de terre montées en 1945, à l'exception des chasseurs alpins. Mais dans le fossé, j'aperçois une masse à peine visible. Mes yeux s'écarquillent devant cette image de corps revêtus d'uniformes gris dont certains visages sont perceptibles. À proximité de ces soldats allemands morts, d'autres sont assis, en train de prendre leur petit déjeuner. J'ai envie de vomir. La longue colonne de camions s'arrête sur la route et nous devons quitter nos véhicules familiers qui sont acheminés un par un vers un enclos. Les GIs qui nous prennent en charge à partir de ce moment n'ont rien à voir avec ceux rencontrés hier. Leur comportement est brutal et ils ne font que nous hurler dessus. J'ai l'impression que nous sommes devenus du bétail destiné à l'abattoir. En laissant nos véhicules, nous avons perdu notre rempart de sécurité. Et maintenant, nous sommes exhortés à ne garder avec nous qu'un seul bagage, sans nous en expliquer la raison. Un grand nombre de soldats armés nous encerclent et ne cessent de vociférer. « Let's go! Marsch schnell, Kameraden, marsch schnell !» Celui qui ne parvient pas à se séparer assez rapidement de ses biens est frappé à la tête ou aux épaules, jusqu'à ce qu'il en laisse tomber une partie. Pour ma part, n'attendant rien de bon de la captivité, j'ai enfilé 2 caleçons, 3 chemises, mon uniforme de drap et celui de camouflage. Mais ma pièce la plus précieuse est un long manteau à capuche qui provient d'un dépôt de vêtements de police abandonné. Sa couleur bleu-gris ne correspond pas exactement au gris de campagne de la Wehrmacht, mais peu m'importe. Sur une épaule, j'ai attaché mon sac à pain, ma gourde et ma gamelle à une ceinture de tissu. Sur l'autre, j'ai accroché mon havre-sac à une sangle de cuir. Alors que la plupart se tiennent déjà en tas devant les véhicules, certains se déplacent encore entre les véhicules, hésitant à se séparer de leurs affaires préférées. Mais les Américains se font de plus en plus pressants. « Schmeiß weg, Kamerad! Schmeiß weg! Amerika alles neu !» crient-ils sans cesse. Puis ils nous regroupent tous et nous demandent de nous mettre en rang. « 5 men a line! Marsch schnell! Let's go !» retentit de tous les côtés. Et en peu de temps, d'une masse confuse, naît une longue colonne de marche ordonnée qui se déplace maintenant vers une rangée de camions GMC de 2,5 tonnes. Nous devons nous entasser à 60 sur une plateforme prévue pour 30 hommes. En regardant les troufions montés dans des camions de tête, je vois qu'ils sont fouillés. Plusieurs GIs, probablement les conducteurs et leurs passagers, passent sur les côtés des camions et arrachent aux soldats tous les bagages possibles et les jettent à terre. C'est alors que je vois s'approcher celui que je pense être le chauffeur de notre camion, un barbu au visage basané et ridé, comme celui des voleurs de bétail dans les films de Far West. Il saute sur la plateforme en s'accrochant aux ridelles. « Anybody talking English here ?» siffle-t-il entre ses dents brunies par le tabac. Je suis poussé par mes camarades et je me retrouve face à lui. Je ne sais pas trop comment
interpréter l'expression de ses yeux bleus délavés dans son visage sombre et tanné comme du vieux cuir. En outre, il parle un argot terrible que je dois d'abord traduire en anglais dans ma tête, puis en allemand. Toutefois, je comprends ce qu'il a à nous dire, et cela change radicalement mon opinion sur cet homme. En effet, il me dit qu'il est cow-boy de métier et qu'il ne supporte pas qu'on enferme des chevaux dans un enclos étroit, a fortiori des gens. Il a pour mission de fouiller le chargement. Mais il est impensable pour lui de prendre quelque chose à des gens sans défense. L'officier responsable du convoi va venir vérifier s'il y a assez de choses par terre. Je dois donc dire à mes camarades qu'ils doivent jeter quelque chose pour qu'on ait l'impression qu'il nous a fouillés. Je transmets le message et tout de suite, quelques objets s'envolent vers le sol comme des boîtes de masque à gaz qui ont récemment servi de contenant de nourriture, des gourdes, mais aussi des vêtements comme des chaussettes et des caleçons. Ça ne dure pas longtemps, puis ça lui suffit. « That's good now, it's okay now », laisse-t-il entendre. Une fois l'officier passé, il revient vers nous et me confie qu'il en a assez de la guerre et que son seul désir est d'être renvoyé de l'armée le plus tôt possible. Ensuite, il demande si quelqu'un veut récupérer quelque chose qu'il a jeté. Immédiatement, nous lui montrons des vivres gisant sur le sol, des morceaux de pain, des sacs et des boîtes de rations, jetés sans doute par erreur. Il s'empresse de les ramasser et nous les jette. Il va même chercher un blouson noir neuf, comme celui porté dans les blindés, échoué dans la prairie à quelques mètres de notre camion, parce que l'un d'entre nous aimerait l'avoir. Quand je lui demande où nous allons, il me répond que seul le chauffeur le sait, mais qu'on va bientôt nous-mêmes voir vers où on va nous mener. Ce type proche de la nature ne se comporte pas en ennemi. C'est juste un homme habitué à vivre libre et qui ne supporte pas de voir d'autres personnes enfermées. Difficile de croire que chez cet homme à l'apparence de gangster, un cœur aussi compatissant. Peu de temps après, nous partons vraiment. Par Wickede, Estrop, Möntal et Scharfenberg, nous arrivons finalement à Brilon. Les gens sont dans les rues et nous apportent à boire ou nous jettent des pains au beurre. Des femmes nous crient « Ne vous évadez pas ! Ici, ils ont tiré sur beaucoup de gens suite à des évasions. À Noël, vous serez chez vous. » Même par ce beau temps printanier, il est très déprimant d'être prisonnier dans son propre pays et d'être transporté comme du bétail à travers des lieux et des paysages dévastés par la guerre. Je prends maintenant conscience de notre situation affligeante, et je ne suis pas le seul. Beaucoup sont proches des larmes. Mais être ensemble avec nos camarades d'unité nous donne un semblant de sécurité. Certaines choses sont plus faciles à supporter ensemble, comme le dit le poète Tige. Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilte Schmerz ist halber Schmerz. Nous sommes dans une prairie, contemplant le soleil se coucher et plongés dans nos pensées. Certains fument, mais peu bavardent. C'est comme si notre situation désespérée nous avait rendus muets. C'est un peu plus animé le soir. Nous avons droit à une ration K par homme et par jour. Les GIs reçoivent au moins 3 de ces paquets par jour, comme me l'a dit l'un d'eux, et nous pouvons facilement le déduire des différentes inscriptions. Breakfast, dinner et supper. Chaque paquet contient la valeur nutritive de 1500 calories et se compose d'une boîte de nourriture, comme du jambon et des œufs, du corned beef, de la saucisse ou de la viande de porc, des biscuits et des barres de fruits riches en sucre. Mais comme chaque paquet contient également une barre de chocolat et un paquet de 4 cigarettes, l'ambiance est un peu plus optimiste ce soir-là. À cela s'ajoute le beau temps. Le sol est sec et l'herbe n'est pas encore piétinée, ce qui nous permet de dormir par terre sans crainte pendant la nuit à venir. Le mercredi, le soleil est présent toute la journée. De plus, il y a eu 2 rations de nourriture par personne. C'est très agréable, mais il n'y a rien à boire. Pas de latrine non plus, pour faire ses besoins. Mais là encore, l'esprit de camaraderie se montre utile, car un abreuvoir à bétail près d'un cours d'eau à sec est aussitôt désigné comme toilette de fortune. Il est aussi conseillé à tous de faire attention au contenu de leur gourde. Ne pas pouvoir se laver ou se raser, nous l'avons déjà expérimenté auparavant. Et pour l'instant, nous ne le percevons pas comme un manque grave. Bien que l'herbe soit aplatie le soir, nous pouvons à nouveau dormir au chaud et au sec. Le jeudi matin, le temps commence à se gâter. Le ciel est nuageux
et peu avant midi, il commence à pleuvoir à verse. Comme il y a presque plus de tentes et que nous ne pouvons nous protéger qu'avec les quelques couvertures que tel ou tel a pu sauver malgré les fouilles, nous sommes pour la plupart sans défense face aux caprices de la météo. Nous nous regroupons donc par 3 ou 4 et essayons de nous réchauffer et de nous protéger du mieux que nous pouvons. De temps en temps, la pluie fait une pause, de sorte que le vent sèche un peu nos vêtements. Pour corser le menu, il n'y a pas de ravitaillement de la journée. Apparemment, le 2e paquet d'hier était prévu pour être consommé aujourd'hui. Heureux ceux qui n'ont pas tout mangé tout de suite. Mais il s'avère que nous étions peu nombreux à être prévoyants. J'ai appris à économiser ma nourriture pendant mes missions de guerre. Cette expérience me profite maintenant. Si Karl avait suivi mon exemple, Otto, plus jeune et moins expérimenté, n'a pas su résister. En outre, il fait très froid et il se met à neiger à gros flocons. En peu de temps, l'herbe n'est plus visible. Le sol, d'abord blanc de neige, se transforme bientôt en une masse brune boueuse, si bien qu'on ne peut s'asseoir nulle part, et encore moins s'allonger. Pour beaucoup, la gourde est vide, et ils essaient maintenant d'étancher leur soif avec la neige, ce qui les assoiffe encore plus. Le vendredi et le samedi, la situation s'aggrave encore. Il n'y a pas de nourriture et toujours pas d'eau, si bien que de plus en plus se résolvent à étancher leur soif avec la neige. Mais soudain l'inquiétude nous gagne. Un paysan est en effet arrivé, contraint par les Américains d'apporter de l'eau pour les prisonniers, dont le nombre a entre-temps atteint 36 000, dans un tonneau habituellement dévolu aux purins. Il faut toutefois faire la queue longtemps pour obtenir un peu de cette eau douteuse. Heureusement, nous sommes entre connaissances et nous pouvons nous entraider mutuellement avec des ustensiles de cuisine et nous relayer dans la file d'attente. Cependant, nous restons affamés et frigorifiés, dans la boue, dans des enclos à bétail sécurisés au coin par des chars et des véhicules de reconnaissance blindés. Quelque part, il y avait un tas de betteraves recouverts de terre et de quelques pneus. Quelques soldats se sont emparés des pneus et y ont mis le feu à l'aide des boîtes de protection cirées des rations K, afin de se réchauffer un peu auprès des flammes. La fumée noire et la suie qui s'envolent ne noircissent pas seulement la neige aux alentours du foyer. Même les soldats qui se réchauffent autour du feu se transforment bientôt en lamentables silhouettes sombres. Comme il n'est pas question de se laver, beaucoup essaient tant bien que mal de se nettoyer le visage avec de la neige et ressemblent bientôt à des trolls nordiques. C'est à ce moment-là que les premiers malades de la dysenterie sont détectés, triés et évacués. Les plus jeunes sont nombreux à s'effondrer de faiblesse. Nous avons certes suffisamment d'infirmiers et même de médecins parmi nous, mais peu de pansements et encore moins de médicaments. Après 3 jours dans cette misère, beaucoup sont arrivés à bout de force et sont sur le point de s'effondrer physiquement. C'est le cas d'Otto. Le moral de la plupart d'entre nous est au plus bas. Nous ne parlons presque plus, nous contentons de regarder devant nous, les yeux embués. Heureusement, le dimanche, le temps s'améliore un peu. Les précipitations cessent et le soleil se laisse même apercevoir de temps en temps. Mais il n'y a ni ravitaillement, ni eau potable. En revanche, peu avant midi, la route du camp s'agite et une colonne de camions s'approche. Peut-être allons-nous être évacués. Comme des animaux sauvages, presque hors d'eux à cause de la faim et de la soif, des silhouettes grises et noires luttant pour leur vie se dirigent vers les véhicules comme une avalanche humaine. Les gardes sont incapables d'arrêter cette horde déchaînée et reculent. Les camions sont pris d'assaut et occupés. Karl et moi avons également escaladé un camion et pensons avoir gagné la partie. Mais déjà, Karl, qui est monté derrière moi, perçoit le canon d'un fusil dans le dos. « Get off, yeah, bloody bastard !» Suite à cette amicale invitation à descendre, je sens mes genoux fléchir. « J'espère qu'il n'y aura pas de coup de feu, me dis-je en un éclair. » Finalement, tous les camions sont à nouveau évacués, car les membres de l'organisation Todt doivent être chargés en premier. Ils sont déjà alignés en rang par 2 le long du chemin. Mais la masse des soldats prisonniers, à moitié assoiffés et affamés, ne cesse de s'approcher des véhicules comme si leur vie en dépendait. Tous les jurons des sentinelles et leurs cris « Back, back there, get back, goddamn !» n'y font rien.
Les bidasses sont déchaînés et il est tout simplement impossible de les calmer et de les inciter à libérer la voie. C'est alors que des jeeps de la police militaire arrivent. Les équipages sautent et déchargent d'une camionnette une meute de dogs. Avec une matraque en caoutchouc et avec l'aide des chiens, ils tentent de repousser la foule sur la pelouse. Mais ceux qui sont derrière ne font pas de place et ceux qui sont devant ne peuvent donc pas reculer et doivent encaisser les coups des policiers militaires en colère. Ils se laissent battre sans broncher et ne se laissent pas non plus impressionner par les chiens qui aboient et montrent les dents. Ils ne bougent pas d'un pouce. Les Américains, eux, s'énervent de plus en plus et lancent les pires jurons. Mais ils finissent par recourir à l'ultime moyen, un tank Churchill. Le char se met en marche et roule à moitié sur le chemin, à moitié sur la prairie, comme un monstre cliquetant de plus en plus menaçant. Un mitrailleur est assis à côté de la tourelle et tire maintenant plusieurs salves au-dessus de nos têtes. Il n'y a plus rien à faire. Personne ne veut se faire écraser par ce colosse d'acier ou simplement se faire tirer dessus. Personne ne doute que les Américains, dans leur colère, seraient capables de foncer dans la foule, car à en juger par leurs jurons, ils écument littéralement de rage. Ceux qui se trouvent devant poussent donc de toute leur force vers l'arrière. La phalange grise et sale se met à vaciller et une fois la masse en mouvement, la voie est bientôt libre. Une fois le calme revenu, le GI annonce que tout le monde doit être évacué d'ici, non pas comme une horde sauvage, mais de manière ordonnée et après l'appel des différentes formations. D'ici là, tout le monde doit retourner à sa place sur le paddock. À peine Karl et moi sommes-nous revenus à l'endroit où nous nous trouvions auparavant, ce qui est facilité grâce au tas de pneus brûlés, que l'on annonce que la prochaine unité à être évacuée est la 116e division blindée, et ce, dans l'ordre établi par le lieutenant-colonel Guderian, notre ancien commandant. Ensuite, ce sera le tour du groupe de renseignement 228 et du groupe anti-aérien 281 de l'armée de terre, c'est-à-dire nous. Un quart d'heure après le départ de la première colonne de camions, la deuxième arrive, et nous sommes maintenant avec ceux qui sont autorisés à monter en bon ordre. Sur la route de Brilon, nous croisons un certain nombre de camions de l'armée américaine, chargés de nourriture pour les prisonniers. Mais nous n'y aurons pas accès, car depuis que nous sommes montés dans les camions, nous ne faisons plus partie du camp de Brilon, ou, comme on dit dans la bureaucratie militaire des Américains, du Brilon PWTE, pour Prisoner of War Temporary Enclosure. C'est donc notre 4e jour, sans ravitaillement. En ville, un grand convoi de transport est mis sur pied. Lorsqu'il est enfin complet, il se met en route. Nous sommes à nouveau entassés à 60 dans un camion. Cette fois, les chauffeurs sont des Noirs qui conduisent comme des brutes, si bien que dans certains virages, nous craignons que les ridelles ne se brisent et que nous soyons projetés sur la route. Mais rien de tel ne se produit, du moins pour notre transport. Nous avons toutefois mis en place un système d'avertissement, car avant les virages serrés, un ou plusieurs membres du chœur crient à droite ou à gauche, et nous essayons de contrer la force centrifuge en nous penchant de l'autre côté. Notre colonne passe par Brillenwald, Winningen, Husseln, Nirdar, Rena et l'Elbach jusqu'aux environs de Korbach, où nous prenons la route de Warburg. Et je me vois déjà passer chez moi, réfléchissant au meilleur endroit pour sauter. Mais le convoi s'arrête. Le chauffeur a confondu Warburg et Marburg. Nous poursuivons donc notre route via Thaliter, Herzhausen, Kirschlotheim, Schmidlotheim, Frankenberg, Münchhausen, Wetter, Göttingen et Kölbe vers Marburg, où nous faisons une courte halte. Pendant ce trajet aussi, des civils se tiennent partout le long des routes et nous jettent des choses à manger. Après Marburg, plusieurs camions transportant de John GIs en train de brailler viennent à notre rencontre. Une fois à côté de nous, ils nous insultent et nous frappent avec des matraques en caoutchouc. Une silhouette en haillons sur le bord de la route a dû s'en apercevoir, car le type lance des imprécations et secoue son poing de manière menaçante vers nous. Sans doute un travailleur de l'Est, car j'entends le mot Germanski dans ce qu'il dégoise. Notre chauffeur, un nègre immense, donne un coup de frein brutal qui fait presque voler les premiers rangs au-dessus de la cabine, hors de laquelle il bondit en 3 grandes enjambées vers l'insulteur.
Le visage de ce dernier rayonne de joie, s'attendant probablement à une récompense pour son acte héroïque. Mais l'Américain ne lui apporte ni chocolat ni cigarette. Contre toute attente, il assène à l'homme stupéfait quelques coups de poing à droite et à gauche que l'intéressé ne doit pas être près d'oublier. Puis il tourne les talons, remonte dans la cabine de conduite et fait un démarrage en trombe qui fait presque voler les passagers, cette fois vers l'arrière du véhicule. Certains d'entre nous répriment la larme qui leur vient involontairement aux yeux. Une fois de plus, nous faisons l'expérience d'une personne qui ne se réjouit pas de notre malheur et qui ne tolère pas non plus que nous soyons insultés de manière grossière par-dessus le marché. Ce genre de choses met à rude épreuve nos nerfs déjà à vif depuis plusieurs jours. Nous passons par Stauffenberg, Gießen, Wetzlar, Boxholms, Weilburg, Runkel, Limburg, Montabaur et Ober-Edbert pour arriver à Ehrenbreitstein, tout près de Koblenz, et dominé par sa forteresse. De là, nous descendons le long du Rhin en passant par Vallendar, Bendorf, Neuwied, Irlich, Leutersdorf et Rheinbrohl. Une dizaine de kilomètres après ce village viticole, nous apercevons un large pont de ponton sur le Rhin, sur lequel roulent déjà des véhicules de transport. Au bout d'un moment, c'est aussi notre tour. De l'autre côté du Rhin se trouve le village de Kripp, où nous nous arrêtons. Ici aussi, la population nous approvisionne en nourriture, et on nous dit qu'il y a un grand camp de rassemblement de prisonniers, le Lager Remagen, tout près. Après un bref arrêt à Kripp, nous continuons notre route vers ce camp. Nous passons bientôt devant les premiers postes qui gardent l'entrée du camp. Juste après, nous remarquons 4 morts alignés le long du chemin, recouverts de toiles de tente. Nous passons ensuite devant un enclos ceint de barbelés dans lequel, comme nous l'apprendrons plus tard, sont logées 800 ouvrières et auxiliaires de la Wehrmacht, couramment appelées Blitzmädel. Lorsque nous passons, elles nous interpellent et nous font signe de la main. L'intention est amicale, mais leur vue ne nous réjouit pas. En effet, ces pauvres filles ont un aspect négligé qui ne nous dit rien qui vaille. Elles sont sales, en haillons, les cheveux emmêlés. Quelle misère! Leur vue me fait froid dans le dos. Des 2 côtés de la route du camp, des enclos de différentes tailles sont occupés par des soldats. À gauche du chemin, des lambeaux de papier toilette sont accrochés aux barbelés. La dysenterie s'y est apparemment déclarée. Alors que dans le camp des femmes, des tentes ont été montées, il n'y a rien de tel dans les enclos réservés aux hommes. Ils ont au mieux un peu d'herbe, mais en général, seulement la terre nue. Finalement, le camion s'arrête et nous sommes sommés de descendre, puis poussés vers une prairie qui vient d'être clôturée avec du fil barbelé. Un nouvel enclos. Il y a tout de même de l'herbe et une rangée de pommiers en fleurs. Comme il fait déjà nuit, Karl, Otto et moi cassons quelques branches d'arbres pour nous en faire un couchage. Alors que nous ne sommes pas encore endormis, 2 coups de feu retentissent soudain dans la nuit, suivis immédiatement par le cri d'un homme, vraisemblablement touché à mort. Je voulais juste... Il ne finit pas sa phrase. Ce cri nous prend aux tripes. Nous n'oublierons certainement pas de toute notre vie. Tremblants, nous nous serrons encore plus l'un contre l'autre. Il n'est pas question de dormir, car notre cœur bat la chamade et nous ne pouvons pas nous reposer à cause de la terreur.